Ici David Perron. Vous écoutez La Brigade. Salut à tous, bienvenue dans votre brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis en compagnie aujourd'hui. C'est son grand retour. Mesdames et messieurs, surtout mesdames, il est revenu bronzé, il est revenu reposé, oui. Amoureux. Oui, aussi. ben oui. On a vu, si vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, on a vu qu'ils sont partis à deux, sont revenus à deux. C'est bonne nouvelle. Tout à fait. Vous l'avez entendu sa voix. Stu Saborin est avec nous. Et on a décidé de continuer un peu cette semaine la séquence d'invités Saguenay-Lac-Saint-Jean. JP Fortin n'est pas avec nous ce soir, donc là, on est 2 contre 1. Fait qu'on a une nouvelle personne qui habite au Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui, grand fan des sénateurs depuis la première heure, depuis les origines de l'équipe, originairement de Gatineau. Il y a un blog aussi sur le hockey en général, La vie est une POC. Je pense qu'on va parler à quelqu'un de passionné ce soir, puis il va pouvoir rester avec nous pour jaser de tous les sujets. On a avec nous Gabriel Dumouchel. Salut Gabriel et messieurs, considérez-vous bienvenue dans la brigade. Bonsoir messieurs. Bonsoir, c'est un honneur d'être ici. Good. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube et même Blue Sky. Je pense que Gabriel, c'est sur Blue Sky que tu nous as contacté au La Brigade Pod et tous les liens vont être disponibles évidemment dans la description de l'épisode. On vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Et si, à la fin de l'épisode, vous vous dites « Colin, j'ai aimé ça, j'ai appris des choses, j'ai ri, peut-être qu'on va vous faire pleurer, on vous a diverti, vous avez le goût de nous encourager, gênez-vous pas, ou labrigadepodcast.ca/. Merci pour nous faire une passe, sa palette. Gabriel, là, il faut que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que tu viens de Gatineau, mais tu habites maintenant à Alma, au Lac-Saint-Jean. Moi, j'avais fait une blague là, à un moment donné en ouvrant le podcast. Personne n'avait compris. J'avais dit, je voulais présenter JP Fortin de son... J'ai dit, c'est pas son Alma Mater, mais c'est Alma Sater. Puis, en tout cas, personne n'avait compris parce que je la comprends Mater, toujours pas. By the way, tout le monde. L'université. Juste que vous sachiez tout ça. Là. Mais continue, donc, Pascal. Fait que t'es à Alma Tater maintenant et t'enseignes à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est mon Alma Mater à moi. Donc là, démêlez-vous tout le monde. Là. Prenez-vous un dictionnaire. Là. Okay. Qu'est-ce que c'est Alma Mater? Puis on va vous démêler. Donc, t'es aussi un partisan des sénateurs en territoire plus qu'ennemi à Alma. Comment ça se passe là-bas? Essayer de représenter les couleurs rouge, noir et or. Ah ben je représente du mieux que je peux parce que j'ai pris pays ici parce que j'ai rencontré ma blonde justement à Alma. Puis ses enfants, c'est des grandes partisanes de filles des Canadiens de Montréal. OK. Mais moi, c'est ça, je viens originalement. Tu es en territoire ennemi même dans ta maison, là. Mm-hmm. Oui, exactement. Okay. C'est ça. Mais il n'y a pas de trouble avec ça parce que c'est ça, je suis un peu hybride parce que tu sais, j'écoute votre podcast depuis longtemps, puis vous me demandez toujours si tu es un ancien partisan des Nordiques, si tu es quelqu'un qui a un anévrisme avec les Canadiens, ou tu sais, là... comme Martin Thomas la semaine passée, qui a une frustration envers l'équipe, qui a décidé, je change d'équipe. Ben, tu sais, moi, je suis né à la fin des années 70, fait que j'ai grandi avec la rivalité canadien-nordique parce que j'ai un côté de ma famille qui vient de la région de Québec, puis l'autre vient plus de Thurso, Gatineau, fait que... J'étais tout le temps de Lafleur. Fait que c'était tout le temps de prendre les Nordiques. Moi, j'aimais bien l'équipe. Même si, quand j'ai commencé à comprendre le hockey, que j'étais assez vieux pour comprendre que c'était important dans ma vie, les Nordiques étaient pourris, bien comme vous. Ouais. C'est le temps des gros jambons, là, ou les dingues, ou je sais plus trop quoi. Après, là, puis, les dernières avec la années, jungle à radio. Ouais, c'est ça. Dale Hunter était parti. Il était sur le bord de repêcher Joe Sakic, là, où il venait de le repêcher. Oui, exactement. Puis là, tu sais, ça faisait pitié en tabarouette. Puis moi, j'aimais beaucoup une équipe qui faisait pitié, quoi. Les underdogs. Les underdogs, on va les aider, on va prendre pour eux autres. Les Canadiens, c'était une force. Là, ils plantaient tout. J'aimais bien gros Patrick Roy, Stéphane Richer, qui vient quand même de l'Outaouais. Saint-André-Avelin, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je tripais ces deux équipes-là. J'ai toujours été hybride, mais beaucoup plus sénateur d'Ottawa. Fait que là, quand les Nordiques
commençait à être un peu bon parce qu'il y a eu l'échange de Lindros. Oui. C'est vrai, là, pareil, ça a changé la donne. Oui. Moi, déjà, je tripais Ron Tugnutt. Fait que c'est ça que je revenais dans l'histoire. Oui. Quand il était gardien avec les Nordiques, fait que je suis comme... Là, les Nordiques commencent à être un petit peu meilleurs. Puis là, les sénateurs d'Ottawa apparaissent. Je suis en secondaire 2. Tu sais, 92-93. Oui. Et là, moi, à l'époque, j'étais à une école secondaire privée. Je sais pas si vous connaissez. C'était Pointe-aux-Chênes. Ah, non. Ça s'appelle le Séminaire du Sacré-Cœur. Donc, j'étais pensionnaire là-bas à l'époque. On dormait à l'école. Fait que moi, le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas qu'est-ce qu'on a en ce moment, le streaming, les télés partout, Internet en Wedon. Fait que là, moi, quand j'allais là-bas, j'avais pas la chance de voir les parties des sénateurs d'Ottawa. Les rares fois que j'ai vu des émissions à la télé là, de game, c'était CJOH TV. Oui. Tu sais, là, puis c'était comme l'ancien CTV. Puis je voyais le match, puis mon anglais était pas fort. Fait que là, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Mais quand j'étais à l'école, donc... la seule façon de suivre les sénateurs, c'était le journal Le Droit. Oui. Fait que moi, j'étais tout le temps en train de prendre le journal. On l'avait tout le temps à l'école à l'époque, en papier, là, tout. Puis, tu sais, j'allais juste voir la colonne de qui a fait des buts, qui a fait des passes, puis let's go. Puis, j'étais juste bien gros dans les stats. Je lisais tous les reportages. J'ai déjà écouté un petit peu les émissions à radio, tu sais, je pense que c'était CJRC ou CGA, en tout cas, quelque chose comme ça. Donc, j'étais beaucoup sur l'écrit. Tu sais, j'avais pas la chance de voir les matchs. Je suis pas vraiment allé voir des games à la première année, mais j'étais tout le temps en train de suivre ça. Puis là, je capotais parce que je voyais, moi, je vais appeler ça la première vedette des sénateurs. Pour moi, c'est Bob Kudelski, qui est comme un attaquant qu'ils sont allés chercher à Los Angeles en début de saison. Puis là, les sénateurs, c'était... Tu sais, premier match, ils gagnent contre Montréal, 5-3. Wow! Rome a été bâti en une journée. Oui. Écoute, c'était incroyable. Quel match! Puis après, ils s'effondrent. Mais ils s'effondrent. Tu sais, nous autres, on capote quand ils font 5 défaites de suite. Non, là, c'était... Ils collectionnaient les défaites. Là, tu sais, là, c'était une équipe, tu sais, ils ont ramassé ce qu'ils pouvaient à l'époque. Oui, c'était pas la même chose pour le repêchage d'expansion. Là. Non. Ça ressemblait pas à la aujourd'hui. réalité. Non. Ça n'avait pas d'allure. Mais moi, j'y suivais. J'étais tellement underdog, go. Puis là, tout d'un coup, Bob Kudelski apparaît. Puis là, tu sais, il fait le premier tour du chapeau de l'histoire des sénateurs contre San Jose, 3-2. Puis là, c'était ma première vedette. Okay. On pourrait dire, là... puis là, c'est ça. Moi, je traîne, faut que je le dise, là. Je traîne toujours des cartes de Bob Kudelski avec moi. Ben voyons. C'est pas des cartes de hockey. C'est comme un meme ou c'est comme je sais pas, un fétiche pour moi. Je l'ai tout le temps avec moi, même dans mon sac quand je vais à l'université, j'enseigne. Ben voyons donc. Je traîne ça avec moi, puis c'est parce que c'est ultra nostalgique pour moi. Puis c'est que l'année d'après, parce que la première saison, il a comme fait, je sais pas moi, 14 buts en 24 parties, super vite. Il arrêtait juste pas de scorer. C'est quand même une machine pour à l'époque, avec les sénateurs qui avaient juste Sylvain Turgeon, qui était malheureusement blessé, qui avait toutes sortes de problématiques familiales qu'on connaissait pas à l'époque. Donc, il était pas dans son assiette, mais c'était comme supposément la vedette offensive qu'on avait. Puis là, ben lui, tu sais, il score, ça marchait bien. Puis là, moi, j'étais comme, yes. Les sénateurs, ils ont quand même eu une première saison catastrophique, 70 défaites, 10 victoires, une seule à l'étranger, 4 matchs nuls. Puis là, pourquoi j'en parle, c'est que moi, quand j'étais justement à l'école secondaire, où est-ce qu'on n'a pas d'Internet, on n'a pas la télé. Moi, j'avais toujours ce magazine-là après la première année des sénateurs. Ça, c'est le magazine Bag des Tchèques. Vous ne le voyez pas. Là, je suis en train de présenter ça aux auditeurs, pas aux auditeurs, mais à Pascal et Stuart. Et dans ce magazine-là, c'était comme, voici ce qui est arrivé à la première année. OK. Puis, juste pour illustrer à quel point ça avait été une année de misère, le magazine qui est ici va présenter, admettons, des matchs des sénateurs qui ont gagné. Comme si, admettons, le 3 contre New Jersey. Là, c'est comme, oh my God. Mais ils vont aussi mettre, j'ai bien calculé, attends, je vais vous le dire, ils ont aussi donc mis 12 défaites mémorables, dont 5 en prolongation. OK. Oui, parce que, tu sais, ils se faisaient péter, le genre des 8-1 et des affaires de même. À l'époque, c'était vraiment catastrophique. Fait que là, tu as des matchs que ça dit, hey, check, on a perdu 3-2 contre Boston. C'était serré. C'était serré. C'était pas pire, là. C'était pas pire. C'est complètement fou. Fait que, moi, je lisais ça sans arrêt.
il est tout magané, là, mais j'ai tout le temps traîné avec moi parce que c'est ça, là, je suivais ça sans arrêt. Puis l'année d'après, les sénateurs, là, ils ont Yashin. Ouais. Là, ils ont Daigle. Là, je capotais. Je suis comme, oh my God, on a Daigle, on a Yashin. Les sénateurs commencent à être vraiment meilleurs. On a Bellington, on a fait Sidorkovich, il a fait tellement ce qu'il pouvait, le pauvre gars, là, le gardien. On avait aussi dans l'époque, moi, je tripais Daniel Berthiaume, le Bandit, mais ça n'a pas marché. Là. Là, on a une attaque. On a vraiment une bonne attaque. C'est plus juste Norm McIver qui était le défenseur étoile. Là, ça marche plus pour lui. Fait que là, on avait une bonne deuxième année. Puis là, t'as Kudelski qui joue avec Yashin. J'ai calculé là que en 25 parties en début de saison 93-94, il a fait 21 buts en 25 parties. OK. Ouais. Tu sais, c'était comme une machine. Badang, badang, ça rentrait, c'était capoté. Puis là, moi, j'apprends tout d'un coup, je pense que c'est début 94, que les sénateurs l'échangent Bob Kudelski. Il s'en allait pour être le premier marqueur de 50 buts des sénateurs facilement. Là. Il avait 26 buts en 42 matchs. Tu sais, ça y allait. Là. Puis là, il l'échange contre Scott Levins, Evgeny Davidov, puis tu sais, des choix de repêchage que ça n'a rien donné. J'étais tellement en maudit parce que je voyais que ça fonctionnait. Il avait sorti ton seul joueur. Ouais. Mon seul joueur que je tripais tellement sur lui, puis là, il l'envoie en Floride. Mais tout ça, dans le fond, c'est que les sénateurs, ils manquaient de cash. Puis Bob Kudelski, juste la petite histoire, c'est qu'il s'est marié une Québécoise. OK. Puis je sais qu'ils se sont rencontrés à Los Angeles. Puis ensuite, je pense qu'elle habitait en Floride. Fait que là, tu sais, il a comme été échangé là-bas pour se rapprocher dans le fond de sa famille. Ça me fait penser beaucoup à Tarasenko qui a dit, je vais retourner, je vais aller en Floride. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, je vois comme un parallèle. Mais fait ensuite, c'était juste les années... j'ai toujours gardé pour Kudelski pour moi. Là, il a quand même fait 14 buts avec la Floride cette année-là. Fait que 26... Il a quand même fait 40 buts. Là. 40 buts, il a fait le match des étoiles. Ouais. C'était une vedette pour moi. Là. Puis après, malheureusement, ça n'a pas été, mais... Ça m'a marqué. C'est nostalgique pour moi. C'est Bob Kudelski. C'est pour ça que sur le blog auquel je collabore, qui n'est pas à moi, là, c'est avec Mathieu Gravel d'Alma, que je salue, si jamais il écoute. C'est La vie est une poque. Puis moi, je me nomme Bob Kudelski. OK, c'est ton nom de plume, là. OK. De mon nom de plume parce que je l'ai tellement adoré. Puis ça m'a marqué. Il n'a pas été une grosse vedette dans l'histoire du hockey, mais moi, il m'a marqué bien comme il faut. Mais moi, en plus, qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'en 2003, j'ai déménagé à Montréal. Là, je me suis rendu... j'étais allé à Montréal pour des études. Je faisais des études en communication à l'époque, à l'Université de Montréal. C'était pas des belles années pour le Canadien dans ce temps-là, justement. Là. Il me semble, Théodore, t'as pas si pire, il me semble, de mémoire. Ouais, mais tu sais, je pense qu'il faisait les séries une année sur deux, une année je sur me souviens que sur la deuxième tri, il y avait Yann Boulis. Fait que non, c'était pas très fort. Ça y allait, mais ça y allait, là. Ouais. Je me souviens de ça. Higgins, puis ces gars-là. Là, tu sais. Oui, exact. Quelle belle époque. Mais, écoute, moi, à cette époque-là, c'est ça, je me promenais à Montréal avec ma tuque des sénateurs, les chandails des sénateurs. Ah ouais, moi, j'avais aucune honte de dire que moi, je prends plus les sénateurs, puis c'est tout. Puis c'est ça, c'est que plusieurs années plus tard, il faut que je le signale parce que je trouve ça toujours drôle. Moi, j'ai continué mes études, puis je me suis rendu à être chargé de cours en enseignement. À l'Université de Montréal. Ouais. Puis là, à un moment donné, je suis pas mal sûr que j'étais en train de donner mes cours, puis on est en pleine série Ottawa-Montréal. Je suis pas mal sûr que c'est 2013. Oui, 2013. Ouais, 2013 ou 2015. Oui, exact. Puis je suis pas mal sûr que c'est 2013. Puis là, moi, je dis, let's go. Je vous enseigne, mais je porte ma cravate des sénateurs d'Ottawa. Excellent. J'ai des photos de l'époque, puis tout, je l'ai avec moi dans ce moment, ma cravate. Oui, moi, j'étais dans leur face. Il y en a-tu qui sont levés et qui sont partis? Non, il n'y avait pas le choix de rester. Ouais, c'est ça. T'es avais captifs, là, il n'y avait pas le choix. C'est ça. Mais non, c'est le fun de vraiment être fier de. Puis avec les années, j'en ai vu des casquettes des sénateurs, des trucs des sénateurs à Montréal même. OK. Il y en avait, ça existait pareil, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est comme moi, j'étais archi fier de prendre pour mes sénateurs. Puis je reviens juste un petit peu en arrière. Vu que je vous dis qu'en 2003, j'étais rendu à Montréal, je me souviens en 2007. Ouais. Quand les sénateurs ont accédé à la finale de la Coupe Stanley, un de mes bons amis de Gatineau, il m'appelle. Là, on criait, on hurlait notre vie. Lui, il était à Gatineau. Moi, j'étais à Montréal, mais je capotais bien comme faux. Là, en plein mois de mai, il faisait chaud, c'était l'après-midi.
Le but d'Alfredson contre Buffalo. Ah, c'était fou. Après, malheureusement, bon, l'équipe d'Anaheim était bien trop forte pour... c'était un peu encore l'affaire qu'on n'avait pas des goons, puis tu sais, là... du monde assez puissant pour... je veux pas qu'on retourne à l'époque un paquet de d'affaires, ça, puis mais... je pense qu'ils ont eu 14 jours entre la finale de conférence puis la finale de la Coupe Stanley. Exact. Il y avait un paquet d'affaires qui ont fait, écoute, pas pour trouver des raisons, trouver des défaites. Là. La table était... Anaheim était vraiment fort. Oui, il y avait un bon club, là, mais Anaheim était vraiment fort. Mais on s'est rendu. Oh oui. Hey, j'étais fier en tabarouette. C'est comme en 2017 quand on est passé tellement proche, j'ai retourné. Là, c'était... Ouf! Fait que c'est très up and down. Hein, je veux dire, la période après 2017 où est-ce que vraiment je trouve que c'était Thomas Chabot qui tenait toute l'équipe sur ses épaules. Il était excellent. Là. Il s'est tellement donné. Il s'est donné. Puis moi, je comprends pas pourquoi il y a autant d'analystes qui n'arrêtent pas de taper dessus. Il s'est brisé le corps. Moi, il a tout donné à notre équipe, puis on devrait respecter ça, puis on devrait le remercier, puis Crème, il est encore là, puis il se donne, puis moi, je comprends absolument pas les gens qui... C'est le cœur de cette équipe-là. C'est le cœur de cette équipe-là. Puis en plus, c'est un des seuls francophones. Fait que là, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, je suis content de vous le dire parce que ça m'a toujours fait grincer des dents d'écouter les analystes anglophones, francophones, peu importe, tout le temps taper sur Thomas Chabot. Je comprends pas. Moi, il mérite tout mon respect. Moi, ce gars-là, il se donne. Je pense que c'est une cible facile étant donné son salaire. Puis justement, c'est comme s'il était là depuis les débuts. Fait que c'est vraiment la cible la plus facile sur l'équipe ou à critiquer malheureusement. Puis c'est pas un joueur parfait, là, mais il a tout donné ce qu'il avait. Puis je pense qu'un peu comme tu dis, dans les débuts des années 2018 à peu près 2023, s'il n'y a pas Thomas Chabot, c'est difficile. Puis si Thomas Chabot ne re-signe pas dans l'année, là. 100%, si Thomas Chabot ne re-signe pas à long terme, je suis pas certain que Colin White re-signe à long terme. Puis si Colin White ne re-signe pas à long terme, je suis pas certain qu'il est capable d'aller chercher Brady Tkachuk puis qu'il reste. Fait que c'est un peu l'effet papillon. Fait qu'effectivement, on doit beaucoup de choses à Thomas Chabot d'un point de vue organisation puis partisan. Effectivement. Fait que là, tu continues de regarder ça, tu continues de regarder les matchs de là-bas. Est-ce que tu es capable de monter une fois de temps en temps, voir des matchs ici? Tu dois avoir de la famille encore un peu ici, même pas? J'ai encore de la famille à Gatineau, mais malheureusement, je suis pas retourné voir un match en personne. Puis il faut le dire, Caroline, que c'est loin, c'est loin. Le Palladium, mais le centre Canadian Tire, c'est ça? Donc, c'est perdu dans le champ. Moi, je me rappelle quand j'y allais au début, c'était vraiment un champ, il n'y avait rien. Les gens disaient au milieu d'un champ, puis c'était vrai. Là. Ça a vraiment plus l'air d'un champ aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment un champ. Je ne suis pas retourné, ça s'est bâti bien comme il faut. C'est comme toute l'Outaouais se bâtit comme ça n'a pas d'allure. Ça n'arrête jamais. Il y a tout le temps des nouveaux condos, des nouvelles affaires. Oui, ça a changé beaucoup. C'est ça. Mais, tu sais, je suis ça de loin, comment je pourrais dire ça, à la télé comme je peux. Comme là, quand j'ai la chance qu'il y ait un match des Sénateurs qui joue entre les Canadiens, ça tombe bien pour l'écouter avec les filles de ma blonde. OK. Fait que là, tu sais, là, je peux... Parce que s'il y a un match des Canadiens, c'est le match des Canadiens. T'as pas le contrôle je suis pitonneux, comme on dit par chez nous. Puis en même temps, comme je le répète, je suis hybride. Parce que moi, quand j'étais jeune, je prenais pour les Canadiens puis les Nordiques. Puis j'ai jamais été comme super comme j'ai les Canadiens ou j'ai Maple Leafs. Ouais, mais ça va. Moi, j'aime le hockey. Donne-toi le temps. Je sais on va te travailler. Moi, je suis tout le temps content de revoir un ancien des Sénateurs d'un Canadien, mettons. Ouais. Tu sais, là, c'est comme Mark Lamb qui était rendu là, ou peu importe, c'est comme... J'ai toujours aimé ça, tu sais. Puis moi, je préfère le hockey en général que juste dire, j'ai été l'équipe. Puis, moi, c'est comme... Mais je trouve ça divertissant de vous voir détester une équipe. Ça doit être tellement paisible, la vie à Gabriel, parce que moi, je me réveille la nuit tu vas vivre pour aller boire de l'eau, puis cracher sur le logo du Canadien, puis je retourne me coucher, là, tu sais, là. Ça a l'air paisible, ta vie, là, Gabriel. Wow. Tu vas vivre longtemps, paisible. Mais longtemps, là. Non, mais c'est parce qu'on n'est pas pour se faire des ulcères tout le temps, parce qu'en ce moment, cette saison, les Sénateurs, c'est les montagnes russes de « Hey, là, ils sont bons! Oh, tabarouette! Là, tout rentre, Pinto, il est en feu, en donc. Puis là, tout d'un coup, c'est comme « Qu'est-ce qui se passe? » Et puis là, mettons, on hurlait contre Zetterlund, puis là, Zetterlund, tout d'un coup, c'est lui qui marche. Fait que c'est ça. Bon. Je sais pas, c'est assez... moi, j'ai bien aimé la saison dernière, parce que là, ils ont enfin fait les séries, Colin. Mais j'étais super pas certain
quand Green est arrivé comme entraîneur. Je suis comme, oh boy, moi, Personne je me souviens n'était qu'est-ce certain, qu'il a fait à Vancouver, boboy de boboy. Puis, Colin, la sauce a pris. La sauce a pris. On était plus dans l'attitude de donnons la chance aux coureurs, mais on n'était pas. On avait des réserves. On avait des réserves. Ah oui, moi, j'étais hyper vigilant. Moi, je suis dans l'hyper-vigilance. Je suis comme, oh boy, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, j'avais peur des genres de conflits avec l'entraîneur. Tu sais, genre Brady, il prend en grippe. Brady Tkachuk, là, ça aurait fou. Mais non, ça a pris, ça a pogné. C'est devenu. Je ne sais pas ce que vous pensez il y a beaucoup d'analystes qui disaient, on dirait qu'il y a une culture du camp de vacances ou je sais pas quoi, de chalet avant avec, comment il s'appelait, là, DJ Smith. Ouais. Puis, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des oui-dire, c'est des rumeurs ou vraiment c'était comme... Bon, ça fait parce vraiment que c'est un entraîneur qui était très... lâche pas, c'est bien correct, tu l'as l'affaire. C'est un player's coach là, à 100%. C'est ça, ouais. 100%, on l'a jamais vu critiquer qui que ce soit, prendre une décision pour dire t'as mal joué, tu vas rester à bencher un gars, ou même que ce soit réduire le temps de jeu. Ou, non. Puis tu sais, même... Puis ça, c'en est un qui a surutilisé Chabot. C'était comme... Surutilisé, puis en anglais... On peut-tu y en vouloir? Ben non. Tourne vers le banc, puis... C'est le seul cas. Mais... Thomas, tu veux y aller? Ah oui. Ben, OK. Mais disais oui, tout le temps. Au détriment du joueur, effectivement. C'est ça. De l'avoir... C'était pas une pensée à long terme, mais le coach n'est pas là pour penser à long terme. Non. Le coach est là pour penser à la game d'aujourd'hui. Ouais, ben surtout s'il est sur un siège éjectable, parce qu'on dit que les coachs, tu vois les joueurs pogner des contrats de 8 ans, puis les coachs, ils ont comme 2-3 ans, puis c'est tout. Non. Prêt à se faire lancer dans le panier à salade n'importe quand. On va passer au sujet de la semaine. Juste avant, je veux juste vous parler rapidement, segment partenaire. Je vais vous parler de Smart Cycle, ma compagnie qui achète des téléphones cellulaires, iPad, MacBook, PlayStation, console de jeu, n'importe quoi que vous avez d'électronique, que vous avez plus besoin, vous avez acheté le dernier modèle, puis l'autre traîne dans votre tiroir ou quoi que ce soit. Écoute, c'est encore de la valeur. Même, on a quelqu'un, là, un ami de la brigade, c'est à partir des Canadiens, là, mais un ami de la brigade quand même qui nous écoute, puis c'est un ami à moi qui est venu me porter des vieux appareils qui valent plus grand-chose, mais il me les a donnés. Fait que, moi, je suis capable quand même de les revendre, ramasser un peu d'argent avec ça, puis ça va tout aller là, dans la brigade. C'est pas compliqué, vous nous écrivez, le lien va être dans la description de l'épisode, vous m'écrivez à moi, vous me dites « Hey, j'ai un iPhone 14 Plus ou j'ai un iPhone 14 Pro Max, mais je viens d'acheter le 17 Pro Max, fait que je veux vendre le mien, mais il est craqué. Ah, ben écoute, je peux quand même donner un montant pour ça. Je vous fais une offre, on se rencontre au Tim Hortons, pas loin de chez nous, je vous paye un café avec ça, puis on fait la transaction, je vous paye content. Vous repartez avec votre argent, puis tout l'argent que je fais grâce aux auditeurs de la brigade, ben ça va tout aller dans le podcast pour payer la lotion de bronzage à Stu Sabourin pour son prochain voyage, parce qu'on ne veut pas qu'il revienne avec des coups de soleil, puis que la peau il plume, puis qu'il s'arrache tout ça. Donc, surtout pas. Non, exactement. Bon, fait que là, moi, j'ai le goût de commencer dans les sujets avec un peu de positif, parce que il y a quand même quelques sujets négatifs. Puis on peut faire le pont avec le Canadien de Montréal qu'on parlait tantôt. Écoute, dans des matchs comme ça, là, j'écoutais le match avec Philippe, puis les deux, à un moment donné, on s'est dit, c'est pas sain ce qu'on vit en ce moment. Là. C'est pas sain être nerveux comme ça, les mains froides. Ça a bien viré, là. Pour une fois, les sénateurs ont pris dessus, ont complètement dominé ce match-là. C'était un des meilleurs matchs des sénateurs depuis longtemps. Fait que, tu sais, à un moment donné, la pression redescend un peu, mais... là, parce que là, t'as les deux, là. T'as ta haine et ton amour mélangés ensemble. Absolument. C'est pas facile prendre pour les sénateurs. Mais je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé du match. Tu étais là? J'étais là. Personne. Absolument. Tu as vécu ça. Tu as fait des babayes aux fans des Canadiens qui s'en allaient à la fin du match. Tout à fait. Vidéo qui a été repost par la page 613 Ottawa sur Instagram. C'est vrai. J'ai reçu des DM qui me remerciaient de faire le travail du Seigneur. Sans farce. Là. Okay. C'est vraiment ça que j'ai reçu. Fait que j'ai trouvé ça très comique. C'était le deuxième match que je faisais dans le mois. C'est ça, tu as vécu l'autre, toi. Là. J'avais été au 2 novembre. La défaite en prolongation. Effectivement, qui est un match très serré, qui n'était pas un mauvais match. Mais là, c'était une domination totale. Puis, Gabriel, tu ne le sais pas, mais moi, je viens de Montréal. J'ai grandi à Montréal. J'étais fan des sénateurs toute ma vie. OK. Fait que pour moi, c'est comme... c'est un des moments les plus savoureux de ma vie, c'est quand le Centre Bell se transforme en bibliothèque. Et c'était exactement ça mardi dernier. C'était phénoménal. On n'entendait que moi. Il y a ma blonde qui me demandait si, et je cite, elle a dit, « Penses-tu qu'on va se faire lapider aujourd'hui? » Peut-être. C'est jamais arrivé encore.
Mais très, très plaisant. Très bon match. Je trouvais aussi que c'était un des matchs parce que les Sénateurs d'Ottawa ont été le plus imposants physiquement. Ah oui. Vraiment, vraiment. Ouais. Là, le problème, par contre, là, j'embarque déjà dans le négatif. Là. Moi, le désavantage numérique, je ne comprends pas ce qu'on fait. C'est comme automatique. On prend une punition, on laisse le devant de la cage béante, on laisse un défenseur qui doit gérer des athlètes professionnels avec une rondelle, ça de gros, faire des passes entre eux. Je ne sais pas ce qu'on fait, mais on a très de survivre parce qu'on n'a pas pris trop de punitions. Fait que mais c'était très plaisant d'être là, puis voir une défaite du Canadien au Centre Bell, c'est toujours formidable. Ça m'a coûté cher un peu, par exemple, parce que vous savez que moi, je gage pour le Canadien, mais c'est un 100$ qui m'a fait plaisir de perdre. Mais c'est parce que moi, mais c'est de l'argent virtuel, là, parce que j'avais déjà fait au-dessus de 200 depuis le début de l'année. Fait que, c'est un 100 de partie, puis c'est pas plus grave que ça. Là. Je l'ai apprécié, là. Exactement. Mais non, moi je pense que... Puis là, on se dit, OK, c'était la fin du voyage. Le voyage a bien été. On a bien fini le mois de novembre. On a bien fini sur la route. On revient 4-3. Super beau. À la maison, match un peu piège. On se dit, peut-être que des fois, le premier match à la maison, après avoir fait un long voyage sur la route, c'est pas facile. Puis moi, j'étais là. J'étais au match sur la galerie de presse. Puis... écoute, après la première période, j'ai fait un petit segment au 104.7 avec Marc et Yannick. J'ai dit, écoute, j'ai jamais vu les Sénateurs dominer autant puis tirer de l'arrière 1-0. Tu sais, je trouvais qu'il avait bien joué, il y avait eu des chances, il avait pogné 2 poteaux, il y avait eu des 2 contre 1, il y avait eu, tu sais, tu te dis, Colin, continue à jouer comme ça, puis ils vont venir dans le match, là. Puis ça a été semi le cas. Le reste du match a été... Puis là, le Zoub n'était pas là. Ouais. On avait Denis Gilbert qui était là, Matin Palo. Ça tombait... Tu sais, t'avais Sanderson avec Spence. Ouais. Puis après ça, c'était OK, Cleven. C'est tout, là. C'est beaucoup demandé à des gars comme Matin Palo, puis à des Spence, puis à des Cleven, puis Denis Gilbert, là, qui n'a pas joué un match dans la Ligue nationale, je pense, depuis qu'il est parti d'Ottawa l'année passée. Ouais. Qui a été blessé, qui a été... Bon, est-ce que... Puis après la première période, perd Shane Pinto. Ouais. Ça a fait mal. Ouais. Ça, je pense que ça l'a vraiment fait mal. Puis au bout du compte, un match où tout le monde dit, écoute, on a quand même bien joué, 2 buts sur l'avantage numérique. Tu sais, l'avantage numérique, est-tu reparti? Je dis, bon, OK. Regarde, ils n'ont pas de points. Mais on s'en va contre Saint-Louis. 2e match. Ça a été serré la dernière fois aussi. On va aller chercher des points là. Encore une fois, les Sénateurs dominent. Encore une fois, après la première période, ils ont 15 ou c'était 17-2 les tirs au but. 0-0. À un moment donné, la loi des chiffres va faire que les Sénateurs vont prendre le dessus. Mais non. Perdre ce match-là aussi. Pas de points encore. C'est des matchs frustrants parce que... Puis tu sais, je me rappelle l'an passé, au mois de novembre, on se faisait toujours dire ça. Ils ont joué un bon match. S'ils continuent de jouer comme ça, ça va marcher. S'ils continuent de jouer comme ça, ils vont en gagner plus qu'ils vont en perdre. Puis on disait là, arrêtez de nous dire ça. Là. Vous nous dites ça à tous les matchs, mais ils perdent à tous les matchs. Fait que tu sais, on sent qu'il y a un léger sentiment de panique qui s'installe. Certaines personnes commencent déjà à s'ils n'ont pas pesé sur le piton, ils l'approchent ou tu sais, là, les gens peut-être overreact après ces matchs-là. Comment vous vous sentez? Au niveau de... C'est peut-être 1 ou 2 matchs qu'il faut shaker, puis c'est des points perdus, c'est plate. Parce que là, écoute, on s'est parlé la semaine passée, les Sénateurs étaient 2e, 3e dans l'Atlantique. 2e. Là, ils sont avant-dernier. Voilà. Ils sont à 4 points de la première, puis à 4 points de la dernière. C'est ça. Je pense que si tu regardes le portrait global, c'est 4 défaites à leurs 5 derniers matchs, 4 défaites en temps réglementaire. Mais c'est extrêmement serré, puis l'équipe est dans une bonne position avant cette séquence-là. Ce qui est inquiétant pour moi, c'est qu'on commence à vraiment voir une certaine défaillance au niveau de l'équipe, si en termes de finition. Il n'y a personne dans cette équipe-là qui est capable de finir. La perte de Thomas Chabot est énorme. La perte de Shane Pinto est très grosse. Puis je veux rien enlever à Brady Tkachuk, là, je l'adore. Je pense que c'est le joueur préféré de tout le monde. Mais c'est beaucoup plus difficile de remplacer ton défenseur gauche numéro 2 puis ton centre numéro 2 que de remplacer l'ailier gauche numéro 1. Oui, puis on dirait que quand Brady s'est blessé, puis j'espérais que ce soit le cas, ça motive 100%. Tout le monde à lever leur jeu d'un cran. Tu perds Chabot, ça fait pas la même chose. Non. Tu génères. Puis tu peux pas vivre sur cette espèce de sentiment d'urgence-là tout le temps non plus. Non.
Fait que là, j'ai l'impression que quand Brady est revenu, parce que les gens disent, ben là, Brady vient de revenir, puis c'est 4 défaites en 5 matchs, puis c'est quoi le problème avec Brady? Responsable, franchement. Je suis comme, je pense que c'est quoi le problème avec toutes les autres qui peut-être jouent différemment depuis que Brady est là? Parce que si on se fie là-dessus, on devrait dire, ben là, d'abord, McDermott devrait jouer à tous les matchs parce que, tu sais, je veux dire, si tu veux commencer à jouer à ce game-là, effectivement, là. Qui gagne quand il est là, puis McDermott était là à Montréal, tu sais. Ouais. Je pense que ça l'a aidé aussi le côté physique, que le Canadien n'avait aucune réponse pour zéro lui. bagarre, mais c'est rien. Mais c'est pas des matchs physiques qui perdent les Sénateurs en ce moment. Non. Ils jouent leur identité. Je serais plus inquiète s'ils ne jouaient pas leur identité. Ouais. S'il y avait ils s'effondraient complètement en défensive une fois après l'autre, mais s'ils marquaient 4 buts mais perdaient 6-4, je serais plus inquiet. Puis la finition, comment tu trouves ça, la finition? Moi, je sais pas, j'ai regardé aller, puis on dirait que Brady est revenu. Je pense que ça a comme changé la dynamique complètement dans l'équipe. Puis, tu sais, je veux dire, on hurlait que Zetterlund faisait rien. Mm-hmm. Puis là, c'est lui qui finit. C'est lui qui lui tirait, il n'y a rien qui rentrait. Là, c'est lui que ça rentre. Mm-hmm. Ouais. Fait que, je sais pas, c'est comme, en ce moment, on dirait que la sauce, il faut qu'elle prenne à l'attaque. La défensive est complètement instable. Parce que là, il y a tout le temps un blessé, il y a toujours de quoi qui ne marche pas. Puis d'un goal, c'est vraiment une saison de up and down où est-ce que des fois, Ullmark, il est spectaculaire. Des fois, c'est Merrillainen il va bien. Moi, personnellement, Ullmark, je suis vraiment content que ce soit notre goaler numéro 1. Mais je sais pas, c'est moi. Quand je le vois goaler, on dirait qu'il y a un bon premier arrêt. Il est vraiment rapide pour le premier, mais s'il y a un rebound, on dirait qu'il n'est pas assez rapide. Il est comme s'il figeait. Il reçoit, puis là, on dirait qu'il fige. Puis là, il est trop tard quand il faut qu'il fasse un move pour bloquer la deuxième rondelle. Mais je sais pas. On dirait que c'est arrivé trop souvent. Tu me diras, Pascal, si je me souviens bien, il me semble qu'on a eu cette conversation-là l'année dernière sur le fait que même des fois, il fait des arrêts, puis il va comme rester figé là. Il bouge plus, puis il l'a. Puis là, moi, je suis pas spécialiste des gardiens de but. Là, ou des fois, il l'a pas. Pascal, là, mais des fois, il ne l'a pas, ou il l'a échappé, ou elle a coulé. Ouais. Là, on est comme, si tu sais pas où est-ce qu'elle est, cherche. Parce que reste pas juste comme ça. Parce que c'est qu'on a un autre modèle complètement que quand c'est Korpisalo, lui, c'était comme le gag qui, c'était un pétard, là. Il revolait partout. Pétard. Mais, OK, ça rentrait en même temps, là. Parce que là, moi, j'ai sorti une statistique assez effrayante aujourd'hui qui démontrait le taux d'efficacité des gardiens de but qui comparait celui de Matt Murray à celui de Nils Ullmark pendant leur carrière à Ottawa. Fait que c'est juste respectif pendant que les deux ont porté chez les Sénateurs. Et leur taux d'efficacité est le même, à 8,99. C'est deux gardiens qui ont eu des meilleurs taux d'efficacité ailleurs dans leur carrière. L'équipe devant celle de Ullmark est nettement supérieure à celle que Matt Murray a eu devant lui. C'est pas le même coaching staff. À le début de saison, on les a fait mal au goaler dans les stats. Vraiment. Puis, je pense que les partisans ont le droit de peut-être demander plus d'un gardien de but qui leur coûte 8,25 millions de dollars par année. Mais en même temps, tu peux pas blâmer de défaite sur lui. Fait que c'est comme vraiment une position difficile. Parce qu'il a sauvé... Il fait des jeux spectaculaires là, quand il a sauvé le dégagement. Ben oui. Exactement. Je veux dire, tu sais, il en a fait... il va toujours faire ses quelques arrêts, quelques gros arrêts, mais oui, mais on voit moins ça, là. On voit moins ça qu'au début, il va donner un but fait. Mais là, c'est sûr que s'il y a rien que 2 tirs d'une période aussi, souvent, ça aide. C'est ça, c'est qu'on dirait que les sénateurs, ils réussissent à avoir le moins de tirs possible. Ouais. Mais ceux qui passent à travers sont souvent de qualité. Oui, c'est des bonnes chances. C'est foutu. Ouais. Puis de l'autre côté, là, comme ils ont bombardé, c'est quoi le nom du gars? Hofer. Celui de Saint-Louis, là, lui, c'est fait. Hofer, il était bon. Ouais. Il a essayé de faire un but à la fin, de ce que je comprends de la Je l'avais collé, ça. Je l'avais collé à Philippe. J'ai dit, écoute, quand tu vas voir Hofer, il est arrivé pour la 3e période. J'ai dit, tu vas voir, il gère la rondelle autour du but. C'est incroyable. Un des meilleurs que j'ai vu dans ma vie. Honnêtement. Vraiment. Depuis Brodeur, ouais, 100%. Ça, là, c'est impressionnant. Les gardiens qui prennent autant de chance. Ouais. J'ai dit, check bien, on va avoir un goalie goal. Ouais. Fait que 30 secondes après, il va honnêtement, son maniement de rondelle, c'était comme à la Mike Smith. Là. C'est vraiment bon. C'est juste que c'est ça. Si les goalers des autres équipes se font poivrer par nos sénateurs, mais que là, nos gardiens, ils ont comme... sont pas assez réchauffés parce qu'ils se font pas assez c'est pas mieux. OK, la stratégie de Green... de vraiment être super bon défensivement puis de rien laisser passer, il y a du bon, OK?
Mais si les tirs de qualité passent à travers, ben là, ça va pas bien. Puis moi, je trouve que c'est notre défensive, elle n'arrête pas d'être décimée. Jensen, il est pas en train de revenir, je pense. Là. Il est encore magané. Il est encore magané, évident mais... qu'il y a de quoi qu'il va pas. Ben, je sais même pas s'il va revenir comme il était. Je suis même pas sûr. Ce qui est triste, c'est comme... Ouais. C'est ça qui fait le plus mal dans cet échange-là. C'est ce qui fait que... Parce que là, c'est certain, là, on voit Chychrun qui va avoir une saison de rêve, une saison extraordinaire à Washington. Puis les gens disent, on n'a pas eu la valeur de ce qu'il valait. Oui, mais Chychrun, il voulait pas rester. Ben, fait que, si Chychrun avait joué à Ottawa comme... il joue là, il ne serait pas parti, d'après moi. S'il avait connu une saison de 25-30 buts à Ottawa, je ne pense pas qu'on l'aurait échangé. Fait qu'il n'a pas aidé sa valeur lui-même là-dedans. Puis, il ne serait jamais peut-être devenu le défenseur numéro 1 ou quasiment là, dans l'organisation. En même temps, il est dans une équipe qui est en feu avec Ovechkin puis tout. C'est quand même un contexte merveilleux pour éclore. Puis je pense que la saison dernière, on était tous très, très, très contents de cet échange. Ben oui, c'est ça. Nick Jensen était venu remplir un besoin qu'on avait, qui était criant, qui était un partenaire à droite pour Thomas Chabot. Il avait joué de façon superbe. Il y a plusieurs personnes même qui disaient que des fois, il avait l'air d'Eric Carlson sur la glace. Mais avec son opération à son âge, c'est plus du tout le même joueur. Puis là, c'est à se demander, alors pourquoi? Là, je sais que c'est plus ça. Je ne sais pas à quel point les blessures sont responsables pour ça, mais on lui donne plus autant de responsabilités qu'en début de saison. Et Jordan Spence en prend beaucoup plus, puis Nick Matimpa aussi. Mais ça commence à être lourd à le regarder jouer des fois. Là. Son partenaire avec qui ça fitait, Chabot, et puis là, effectivement. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse éventuellement. Je ne sais pas s'ils vont échanger cette saison des affaires pour faire de quoi avec la défense, parce que ça ne marche pas en ce moment. Je continue de penser que le besoin est en défensive. 100%. Parce que les Sénateurs ont quoi? Ont au moins 30 gars là, qui ont marqué 30 buts dans leur carrière. 30 gars? Puis d'autres. Non, 3 gars qui ont marqué une trentaine de buts dans leur carrière. Ouais. Déjà, tu sais. Fait que, puis d'autres 24, 25. Fait que des snipers, puis des marqueurs, puis il y en a. Il y en a à Ottawa, mais avant, on disait, les Sénateurs, c'est trop ouvert, c'est trop ci, c'est trop ça, il faut qu'ils gagnent 6-5. Là, ils ont réussi là, à contenir. Tu sais, je fais des parallèles un peu avec Guy Boucher, là, le système, la façon de jouer. C'est défensif. On a une façon. On prend pas de chance. Est-ce qu'à un moment donné, les gars ont embarqué là-dedans l'année passée parce que ça marchait? Ça marchait. Ils ont gagné des matchs. La victoire fait que, demande-moi de jouer n'importe comment, coach, on gagne, on continue. Est-ce qu'ils commencent un peu à être étouffés? Est-ce qu'ils commencent un peu à manquer de créativité, de prendre moins de chance? Parce que, non, je ne prendrai pas cette chance-là parce que je suis mieux de backer, je suis mieux de reculer. Fait qu'on donne 20 tirs par game à peu près. On ne donne pas grand-chose à l'autre équipe. Mais dans ma tête, prendre un gars qui marque 25-30 buts ailleurs, l'amener dans ce système-là, pas sûr ça va faire mieux. Je ne suis pas sûr que ça va être tant mieux. Non. Tu sais, moi, mon prototype, le joueur que j'adore, que j'aimerais aller chercher, c'est Kyle Connor. Mais c'est lui que j'avais en tête, mais c'est pas... Ce gars-là, on s'entend. Pas de début, mais avec qui joue là-bas, puis 2, si tu l'amènes, il va-tu faire ça, puis qu'est-ce que ça va coûter, tu sais? Fait que c'est plate, parce que c'est de l'offensive qu'on veut, mais des fois, l'offensive, elle vient de la défensive. Elle vient que tu sais, regarde ce que Sanderson est capable de faire. Il est capable de prendre la rondelle dans sa zone, puis pas paniquer, pas juste la lober, puis la sortir, puis se faire contre-attaquer tout de suite. C'est le seul qui est capable vraiment de la prendre, sortir, faire une première passe, puis que ça s'en aille dans l'autre zone. Au pire, il la monte d'un bout à l'autre. Au pire, il l'amène dans l'autre zone. Ouais. Fait que je trouve qu'il nous manque encore. Puis Spence est capable de faire ça un peu, mais c'est très limité. Tu ne demanderas pas à Martin Palot de faire ça. Cleven, je pense qu'il est capable, mais on lui demande de ne pas faire ça. On lui demande de rester le défenseur défensif. Oui. Puis avant, on se plaignait. Les Sénateurs à 5 contre 5 sont pas bons l'année passée. C'est grâce à l'avantage numérique. Ils ne donnent pas beaucoup de buts en désavantage. C'est à leur force, c'est à leur pain et leur barre, l'avantage numérique. Là, cette année, à 5 contre 5, c'est la seule chose qui marche. Il y en a pas qui parlent déjà de faire venir Yakenchuk, son nom. Il y en a qui disent qu'il devrait monter à Ottawa tant qu'à y être. Éventuellement, ça va peut-être faire débloquer de quoi, je ne sais pas. Je le garderais très loin d'Ottawa, mais je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que moi, je crois qu'il y a un besoin de finition en avant. C'est pas le besoin le plus criant. C'est quelqu'un à la défense. Par contre, ils sont à 4 points de la première place dans la division. Ils vont se replacer.
S'il y a des hauts puis des bas, je n'espère que le fanbase n'est pas en train de paniquer parce qu'à la fin de la semaine, ils vont probablement terminer 2e dans la division. Puis ça va être correct. C'est tellement serré. C'est incroyable comment on respire par le nez. Cette semaine-là va en dire pour beaucoup. Oui. La semaine qui s'en vient, 3 matchs à l'extérieur, je pense, sur 4. S'ils reviennent avec une série de défaites, ça va être dur à remonter. Tout à fait. Ça va être très dur. Là, je pense qu'on pourra commencer à parler de panique. On pourra peut-être commencer à... Pour l'instant, je ne suis pas là. Moi non plus. Je suis pas là encore. Non, moi, quand on parle de monter des gars, plusieurs personnes se demandent pourquoi Arthur Kaliev ne monte pas? Il est en train de tout déchirer dans la Ligue américaine. Sur l'avantage numérique, tu le sais que s'il est là, lui, il ne fera pas la passe de trop. Lui tu vas lui donner la rondelle, puis il va lancer. C'est tout ce qu'il sait faire. Le problème avec Arthur Kaliev, c'est son contrat. Aussi, oui. Si tu le montes, tu risques de le perdre. Si tu le redescends, tu vas le perdre. Parce qu'il va redescendre éventuellement. Parce qu'il faut qu'il passe au balotage à chaque fois. Et voilà. S'il joue assez bien, on le garde. S'il joue pas bien, il partira. Puis écoute, j'ai fait quelques... Pendant que je saignais du nez en haut à la galerie de presse, j'ai parlé à quelques journalistes qui avaient là, puis blogueurs, puis tout ça, puis podcasters là-bas. Moi, je pense qu'ils veulent pas l'amener à cause de la situation puis de l'investigation de la Ligue nationale autour de son ex, puis de ses dettes de jeu, puis de ses dettes envers l'équipe, puis tout ça. Puis les sénateurs veulent pas avoir de scandale, veulent pas avoir rien qui touche, qui devienne une distraction. Un Uber. C'est ça. Numéro 2. C'est ça. Je comprends. Je me suis fait confirmer que, sans l'avoir eu la confirmation, que ça pèse dans la balance. Ça pèse dans la balance, effectivement. 100%. Mais en même temps, c'est qui ferait descendre s'il monte Kaliev? Dans le fond, c'est quelqu'un comme... c'est peut-être quelqu'un comme Halliday ou Hodgson. Ou, il va remplacer un de ces alliés-là. Moi, je préfère de loin l'option de Steven Halliday, puis de les mettre au centre, au 3e, puis de descendre, Greg, d'essayer quelque chose. Il m'impressionne de plus en plus, lui. Ben oui, moi aussi. Puis je pense que si Steven Halliday, là, ce que je dis, c'est si ma tante avait des roues, ce serait un vélo, mais si Steven Halliday arrive au même moment où Shane Pinto arrive, je pense qu'il y a le même genre de hype, puis on parle de la même façon de Steven Halliday qu'on parlerait de Shane Pinto. Je suis persuadé que Steven Halliday peut devenir un centre numéro 2 un jour dans la Ligue nationale de hockey. Okay. Pas le meilleur, mais du moins 100% un centre numéro 3. On va chercher à Montréal. T'as la chance. Ah, mon Dieu. Montréal. Ils s'en cherchent un, eux autres. Ils s'en cherchent un, mais ils veulent rien d'Ottawa. Mais, ils ont plein de défenseurs. Oui. Fait que je lui donnerais une chance. Je trouve que c'est une option qui est beaucoup plus... qui a un plus grand upside qu'Arthur Kaliev. Mais je pense que Steven Halliday est une meilleure option au centre que Ridley Gregg sur un 3e trio. Oui, c'est ça, là. Absolument. Absolument. Okay. En fait, Ridley Gregg, c'est ma plus grande déception cette saison. Une option où? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. De loin. C'est tough. De quoi qui se passe dans sa vie qu'on sait pas, peut-être blessé, peu importe. Peut-être. Mais c'est vrai que ça marche pas cette année. Ben non, c'est un choix de première ronde, 21e au total en 2019. 2020. Il va falloir le remettre avec grand-papa Giroux. Il y a juste avec lui que ça avait vraiment marché. Là. Exactement. Puis c'est pas. Il y a tellement d'outils dans son arsenal, puis j'ai l'impression qu'on le voit presque pas. Est-ce que c'est une question de comment il est déployé? Je le sais pas, mais. Il se fait barouetter là, toutes les lignes, toutes les positions, toutes les. On peut pas dire qu'il a eu la chance d'avoir d'être avec quelqu'un de façon constante pour pouvoir. Fait qu'il y a peut-être de ça aussi, là, je sais pas. Ouais. C'est pas lui qui va leader le jeu. Lui, il va aller chercher la rondelle le long de la bande, puis il va la ramener. Mais à qui va la donner? C'est ça l'affaire. Ouais. Mais tu soulignes un bon point, c'est que dans le fond, il y a tellement d'inconstance dans l'alignement. Il me semble qu'il n'y a pas de stabilité cette année. Il y a toujours quelque chose. Il joue à Tetris, à placer des gens quand il y a un blessé. Puis dans le même match, en plus. C'est pas stable. Dans le même match, il faut changer. Tu sais, ça, il n'y a pas peur pour ça. Les coachs qu'on dit qu'ils sont tête de cochon ou sont obstinés puis ils ne veulent jamais rien changer. Green, ça ne le dérange pas, lui. Organisez-vous. Tu sais, remettre tout de suite Brady sur la première ligne avec Stutz-là et c'était Batterson, mais c'était plus Batterson. Là. C'était Zetterlund qui était là. C'était Zetterlund, c'est vrai. Zetterlund, ouais. Fait que Timmy Batterson, j'ai l'impression que ça marchait mieux. Ouais, mais pourtant, la meilleure ligne de l'équipe depuis que Brady Tkachuk est revenu, c'est Tkachuk, Cousins et Batterson avec un Corsi de 86. C'est énorme, là. C'est énorme. Ouais. C'est ça. C'est un sample qui est petit. Sors toutes les stats que tu veux. Ouais. Les sénateurs devraient gagner des matchs. 100%. Ouais. Le deserve to win au meter. Là. Il est à côté dans le prélat pour dire qu'il aurait dû gagner ce match-là, mais ils ont perdu 3-2 ou 4-2 qu'un filet désert. Effectivement. T'en es rien comprendre. Non.
Ça ne veut pas rentrer en ce moment. Mais Non. ça va finir par débloquer. Oui. Moi, heureusement qu'il y a de la parité dans la Ligue parce que, oui, ils sont avant-derniers dans l'Est, mais Colin, qui sont pas loin de juste, tu gagnes un match, tu remontes c'est Tout à complètement fait. haut. Tout à fait. C'est Martin Thomas qui disait ça la semaine passée, qui disait pour une fois que ça va bien, qu'ils sont, tu sais, ils ont un mois de novembre excellent, ils sont au-dessus de 600 ou tu sais, ils sont au-dessus de 500. Dans une année normale, ils devraient être deuxième dans l'Atlantique, 5 points en avant de tout le monde. Cette année, ben non, ça donne que tout le monde est bon, que tout le monde est là. Puis même, ça peut même pas être notre année encore cette année. Non, puis je pense qu'une des équipes qui est responsable pour ça, c'est Boston. Je ne comprends Ah pas. oui, ils sont fatigants. Ça, c'est fatigant. Incroyable. Mais ça, Voulez-vous bien? parce que les Panthers, ils ont perdu des gros morceaux avant le début de la saison, ça va. Toronto, je m'attendais pas à ce qu'ils chutent comme ça, mais avec la perte de Marner, je me disais, il va y avoir Austin Matthews devient de plus en plus vieux. Et je me disais, ça y est, c'est nous, Montréal, puis peut-être le Lightning, mais même là, le Lightning, je n'étais pas certain. Puis Lightning est encore là, Boston est encore là, Montréal est dans notre derrière, les Red Wings sont là aussi. Toronto sur place. Ils sont pas loin. C'est fascinant, cette division-là. C'est la meilleure division dans la ligue, effectivement. Ouais, même Buffalo n'est pas si pourri. Ben ça, non. comme... Mais non. Pas à 4 points. Je t'ai cœuré! Ben, ils ont donné une volée. Moi, pas Maryland. C'était hallucinant. C'est en début de saison, je pense. C'est 8-3. Ouais. Qu'est-ce que c'est Ça, ça, c'était les sénateurs qui ne jouent pas dans leur système et leur identité dans ces matchs-là. Ça, c'est inquiétant, puis ça, c'est fort. Mais en ce moment, toutes les équipes ont de la misère. Comme des fois, ils ont des bonnes passes, puis après, ça s'écrase, puis après, ça remonte. Comme là, les Devils, on va pogner, je pense, c'est demain. Ils ont 4 défaites de suite, il me semble. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, là, c'est Devils, vous êtes bon, puis là, tout d'un coup, ça va pas bien. Puis, je sais pas, la parité est tellement forte. Fait que, mais moi, je panique pas. Ben non. Moi, je suis content de voir mes sénateurs qu'ils sont pas juste en train de gratter le fond et puis se dire, bon, ben, cette année, on va espérer qu'ils vont avoir des bons choix au repêchage. Ou que quand ça va être le temps d'échanger des affaires, on va être vendeur, on va peut-être avoir de quoi de bon. C'est ça. Avant les séries. Mais non, il y a encore beaucoup de potentiel. Juste vous rappeler, bien sûr, qu'une chance qu'on n'est pas en train de garder les choix de repêchage parce qu'on ne l'a pas cette année, notre premier. C'est ça. Notre premier choix, c'est lui de Buffalo en deuxième ronde. Qui va peut-être être 34e au total. Fait que peut-être le premier ou deuxième choix de la deuxième ronde, mais on n'a pas en première ronde cette année. C'est ça. Fait qu'il faut arrêter Fait que ça veut dire que notre propriétaire n'a pas réussi à convaincre la Ligue de dire on passe la mop, on oublie. On n'a rien fait. C'est fascinant. Là, vous avez vu, j'appelle ça la No Fun League, là, mais je comprends quelque part. Là. Avec les podcasts dans les... avec podcasts dans le warm-up. Parce que les gars sont dans l'Ouest, ils font un souper. Je pense que c'est Pinto qui avait payé le souper le soir parce qu'il venait de signer son contrat. Hey, les boys, on fait-tu de quoi? Demain, on fait le warm-up, on met pas nos casques. Je sais pas si c'est Pinto qui a décidé de payer l'amende, là, mais ils ont décidé, on payera l'amende, puis c'est pas plus grave que ça. Puis fait qu'ils font ça, puis payent l'amende, ça continue. Mais là, après ça, je pense que c'est les Devils, les Sharks, Vancouver, les Sharks qui ont fait ça aussi. Puis la Ligue fait wow, t'as peu, là. C'est en train de se passer de quoi? C'est qui a parti le bal, puis c'est sur qui que le spotlight va être? C'est nous autres. Les sénateurs. C'est sûr. Fait qu'attendez-vous qu'encore une fois, le gag, c'est qu'on perde un choix repêchage encore pour avoir brisé des règlements de la Ligue. La conclusion là-dedans, c'est que les Blackhawks ont caché une agression sexuelle pendant 10 ans, puis ils ont eu Connor Bedard. Puis les sénateurs d'Ottawa ont échangé Irving Ladonov, puis perdent un choix de première ronde. C'est ça pareil. C'est rough, mais c'est vrai. Réfléchissez là-dessus. Bonne soirée. C'est tout le temps qu'on avait, merci. Il y a un autre sujet, Pascal, qu'on a peut-être discuté avant la fin. Gros? Ben, dans le fond, ce qu'on a appris, c'est que les sénateurs ont retenu les services d'une firme de lobbying qui s'appelle Strategy Corp pour aller, j'imagine, quêter de l'argent au gouvernement provincial et fédéral. C'est pas mal ça. Sous forme de prêt, peut-être, remboursable, sous forme de quoi que ce soit pour la construction d'une nouvelle aréna. Puis je sais que un des buts, c'est que ce qu'ils disent, c'est hey, on va pas juste faire un aréna, mais on va faire des centres événementiels, un quartier de divertissement. On va faire beaucoup de choses qui vont apporter du monde à votre centre-ville, qui vont créer de la richesse ou apporter des retombées économiques. Donc, à quel point que le gouvernement serait prêt à aider.
Puis c'est drôle parce que j'ai écouté dernièrement l'épisode, là, je racontais ça la semaine passée, je pense, sur le départ des expos. Avec Martin Thomas, on parlait du départ des Nordiques, puis on disait à quel point le gouvernement n'avait pas voulu s'impliquer, mais pas du tout. Puis aujourd'hui, ils ont perdu les 2 clubs. Moi, je suis pas du genre à aimer que le gouvernement se mêle de sport professionnel en partant. C'est pas ma tasse de thé. Par contre, je pense qu'il y a une façon d'aider quand même, puis il y a une façon de faire une espèce de partenariat pour un marché comme Ottawa, qui, je pense, a besoin de peut-être ce coup de pouce-là supplémentaire. Des fois, c'est une question d'aider avec le dézonage, d'aider avec la paperasse, d'aider avec un paquet d'affaires. Puis, le fait d'avoir engagé une firme de lobbying, je pense que ça montre un peu le sérieux d'Andlauer, qui ne fait pas ça juste lui-même dans les journaux à coups de menaces puis à coups de... Tu sais, ce qu'on a vécu dans le passé, il le fait de la bonne façon. Puis je pense qu'il a probablement vu comment ça se faisait aussi à Montréal. Ça, c'est une firme de Toronto. Je crois qu'elle a été engagée, encore une fois. Écoute, je pense que c'est une bonne nouvelle, somme toute. Ben moi, je préfère ça que... Parce qu'on a notre franchise. On l'a, là. Puis si tu regardes Québec, qui ont demandé de l'argent au provincial pour faire le centre Vidéotron à Québec, que malheureusement, ça n'a pas amené à une équipe. Mais tu sais, c'était comme, ils ont dit, gars, on l'a construit, on construit notre aréna, puis on espère pogner. Mais nous, on l'a, là. On a notre franchise. Puis on veut la sauver parce que, justement, les coûts des nouvelles équipes, c'est pharaonique. Fait que, tu sais, on l'a eu pourquoi 250 millions en 92. Fait que, tu sais, c'est comme... je veux dire, l'Ontario ne va pas perdre ça. Là. Déjà qu'il y en a qui parlent, depuis des années que ça parle, qu'il pourrait avoir une 2e équipe à Toronto. Oui. Tu sais, c'est comme... En tout cas, moi, je suis plus à l'aise à cause qu'on a l'équipe puis que ça va aider, bien sûr, la région d'Ottawa-Gatineau, qu'il y a des investissements. Tu sais, mais en même temps, moi, je parle en tant que Québécois, donc l'autre bord de la rivière. Fait que c'est sûr que c'est de l'argent provincial de l'Ontario. Puis le fédéral, en ce moment, qui coupe dans tout ce qu'il peut, là, je ne sais pas. Fait que, non, mais ça, si on dit à Mark Carney que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, ça peut passer dans le budget. Ça. On a vu comment est-ce qu'il est capable d'arranger les budgets. Là. Il y a peut-être un pan de l'investissement qui va être militaire avec le complexe de divertissement. Je sais pas. Tu as le musée de la guerre juste en avant. Fait que, il y a moyen de faire de quoi avec ça. Là. Et voilà. Voilà. Mais je pense pas qu'il demande... Je pense pas qu'il demande que les fonds publics bâtissent un aréna. C'est pas ce genre de demande-là qu'il fait, je pense que c'est un coup de pouce, mais c'est parce que s'il n'y a pas ce coup de pouce-là, puis que là, vraiment, il y a des problèmes. Ça tombe à l'eau. Puis qu'on perde l'équipe. Non. Arrête. Non, mais c'est parce que... Non, mais moi, j'aimerais ça que les Nordiques reviennent, personnellement. Moi, j'aimerais ça, à Québec. Puis c'était drôle, en passant, de voir les Avalanches battent Montréal avec les chandails des Nordiques. Il faut quand même, je souligne que c'était drôle. Ça rappelait des souvenirs. Mais il faut investir, on n'a pas le choix. C'est ça la game. Je veux dire, c'est comme Winnipeg, ils ont eu leur équipe parce qu'ils ont investi en tabarouette. Il fallait faire quelque chose. Moi, je suis allé voir l'aréna à Winnipeg, c'est tout petit. Comparativement 15 000, je pense. Oui, c'est ça. Fait que je pense que j'étais là en 2017. C'est pas gros, là, mais c'est super bien situé en plein centre-ville, tout petit, tout beau. Mais tu sais, ils ont mis ce qu'il fallait pour financièrement réussir à construire ça puis à amener les Jets, ramener les Jets, on pourrait dire carrément. Fait que, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je comprends toutes les réticences de l'argent public pour ça, mais si ça... Tu sais, les investissements comme Carney fait pour les militaires ou peu importe, c'est pour rentabiliser d'autres choses. C'est comme l'argent sert à faire rouler l'argent. C'est sûr. C'est même ça marche. Mais encore une fois, on l'a dit, avec Andlauer, ça va être une petite nouvelle à chaque fois de choses qui progressent, qui avancent, qui se mettent en place. On n'a pas de scandale, on n'a pas de mauvaises nouvelles. Tout ce qu'on sait, c'est que ça continue d'avancer puis que les choses se font comme elles se doivent. Oui, il essaie beaucoup de gérer le message. Hein. Oui. C'est ça. Vraiment plus fort qu'avec Melnyk. Oui. Mon Dieu, Melnyk, quand il essaie de gérer le message, là... Sais-tu que Borevski? Qui avait fait l'entrevue avec lui. Un vendredi à 10h23, mesdames et messieurs. Ça, c'était la définition du mot cringe, là. C'était complètement... C'était surréel. C'était surréel. Oui. Ah oui. On est tellement loin de ça avec Andlauer qui est tout... Puis en plus, il est bilingue. Écoute. Juste quelques mots de la charge. Il n'y a
pas beaucoup de super bonnes nouvelles, tu sais, ne serait-ce que l'histoire de l'Arena avec la charge qui va pas super bien. Il y a eu Carla McLeod qui a annoncé qui souffrait d'un cancer du sein. C'est elle qui est venue sonner la cloche là, au Centre Canadien Tire lors du match contre Saint-Louis. Ça a ça de fun, le côté sonner la cloche. Là. Je pense que c'est cringe un peu des fois, tu sais, mais en même temps, ça permet de faire un beau moment pour des choses comme ça. Puis à la charge qui ont une victoire, 3 défaites jusqu'à maintenant, donc sont bonnes derrière au classement. Mais je pense que ce qui a fait le plus jaser, c'était que on s'attend à voir dès l'année prochaine que ce soit 2 ou 4 nouvelles équipes au total. Beaucoup s'attendent à ce qu'il y en ait 4. Donc, on double le nombre de... On double? Non, il y a combien d'équipes? Là, il y en a? Là, tu en as ajouté 2 dans l'Ouest, mais là, si tu en ajoutes 4 l'année prochaine, c'est qu'en 2 ans, tu as doublé le nombre d'équipes dans ta ligue. Puis tu arrives à 12, puis ils voudraient stabiliser à 12. Bon. Je sais qu'une des craintes que les gens ont, parce que les gens n'aiment pas, c'est qu'à chaque fois que tu as une équipe d'expansion, tu as un repêchage d'expansion. Puis, justement, faire le parallèle avec comment c'était avec les sénateurs dans le temps, tout le monde protégeait les bons joueurs, puis il restait les grenouilles. Tu sais, tu ramassais ce que tu... Là, ils s'arrangent pour avoir des règlements qui fait que tu peux protéger quelques vedettes. Puis encore là, dans PWHL, c'est à peine si tu peux en protéger une ou deux. Donc, tu n'as pas le temps de t'attacher à une joueuse, déjà, qui ont des contrats pas très longs, qui sont déjà partis. Tu sais. Ça l'aidera pas. Moi, je pense que ça va diluer le talent encore beaucoup plus. C'est un numbers game. Là. C'est une question de chiffres. Là. À un moment donné, il n'y a pas encore des années et des années de cette ligue-là qui a permis de créer une espèce de bassin de joueuses qui peuvent arriver et qui peuvent monter constamment. Oui, l'expansion pour faire mousser le produit, mais il faut que ton produit soit le reste potable et le fun à regarder aussi. T'sais. Ouais, puis déjà qu'il y avait des problèmes à faire jouer 4 trios en série. Exact. Mon Dieu, puis Montréal, c'est le meilleur exemple. Puis ils ont fait jouer un trio pendant 6 périodes. Là. C'est ça. Ça va être quoi quand il va y avoir encore plus d'équipes? Puis je sais que ce que la Ligue avait expliqué, c'est que c'était un coup à donner au détriment des partisans aujourd'hui pour les partisans de demain, dans le fond. Moi, le point sur lequel j'ai de la difficulté, c'est que si tu traites pas, si tu laisses pas tes partisans d'aujourd'hui devenir OG, partisans là. à long terme, tu n'en auras pas demain parce que ceux d'hier n'existeront plus. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Là, après ça, je suis pas un professionnel en marketing ou en économie, quoi que ce soit, là, mais j'ai beaucoup de difficultés avec cette façon de faire. des ligues. Là. Non. En fait, il s'en est parti beaucoup dans le passé. Il n'y en a pas une qui a marché. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, il faut être prudent, je trouve. Tu as quelque chose qui marche bien, fais-y attention. C'est ce que je pense aussi. Effectivement. C'est comme, ça dépend, peut-être que c'est ça, ils ont plus l'idée de faire de l'argent en demandant de l'argent pour créer des nouvelles concessions. Je sais pas. Oui, je sais pas comment ça marche parce que c'est juste un propriétaire. Hein? C'est comme lui qui ouvre ses équipes. Qui ouvre ses équipes. Pour lui, c'est une dépense même, là, à la limite, là, faire ça. Fait que, tu sais, c'est pas qu'ils font des études de marché puis ils savent ce qu'ils font. Parce c'est ça. Comme vous dites, ça peut tout diluer. Je suis pas inquiet qu'il y a des marchés naturels de hockey féminin à d'autres endroits. Tu sais. Ce que je veux m'assurer, c'est qu'ils soient capables de mettre sur la glace un produit qui est intéressant pour tout le monde, pour toutes les équipes, tu sais, tous les marchés. Parce que là, quand tu regardes l'équipe olympique Canada-États-Unis chez les femmes, c'est pas mal tout. Tu joues tout pas mal pour Toronto, Vancouver. T'as peut-être une joueuse ou deux qui joue à Montréal, l'autre à Ottawa, mais sinon, c'est Toronto puis Vancouver. Tu sais. Fait que, effectivement. Donc, c'est ça fait le tour un peu du PWHL. Ça fait le tour pour nos sujets de cette semaine. Gabriel, merci beaucoup de t'être rejoint à nous. Parle-nous juste rapidement de le blog sur lequel tu participes, Pas que ta vie. Ça ressemble à quoi? De ce que j'ai vu, c'est le bon vieux type de blog. Ben, c'est sur Blogspot, là, je pense, qui existe depuis 2010. Mais il y avait du contenu qui datait du 25 novembre. Là, donc, vous gardez ça quand même à jour. Oui, c'est ça. Fait que c'est avec des amis de même qu'on est distribué un peu partout dans la province. Okay. Puis, ça existe depuis 2008. C'est vraiment, comme tu dis, un vieux blog qui parle de hockey, mais c'est vraiment libre. Fait que moi, admettons que j'aime parler, je me sais, je vais faire un article, un billet sur Jeff Lazaro. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un joueur de la première mouture des Sénateurs 92-93. Je voulais voir c'était quoi sa carrière, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, je suis allé gratter.
j'ai cherché dans les archives de la Bibliothèque nationale du Québec en ligne, parce que j'étais dans le droit, oui. dans le journal Le Droit, puis j'avais des photos de lui qui jouait contre les Nordiques, puis tout. Fait que, tu sais, je vais comme des fois faire des articles sur des anciens joueurs, des sénateurs ou peu importe. Je peux faire un des derniers que j'ai fait, c'était sur des réveils matins de la Ligue nationale. Fait que j'ai trouvé ça sur eBay, puis là, je fais comme, tu sais, on fait ce qu'on veut. Il y en a qui s'intéressent à parler des équipements de goalers, les différences, parce qu'ils sont passionnés de ça. Ah ben. Il y en a d'autres qui vont écrire des affaires sur les ligues. Quand on parle de PWHL, fait que Mathieu Gravel, lui, il va beaucoup faire des analyses de vieilles ligues qui ont existé dans les années 80, 90, 2000, 2010, 2020, peu importe. Il va juste faire l'historique. Puis là, il y avait tant de franchises. Puis là, ça marchait pas. Il est arrivé ci, il est arrivé ça. Fait qu'on fait toutes sortes de choses. Une fois, j'avais fait un peu toutes les chansons du Canadien de Montréal sur Bandcamp. Okay. J'ai gratté sur Bandcamp. J'ai trouvé des tunes par rapport sur les Canadiens de Montréal. Wow. Fait que des affaires de même, fait qu'on écrit ce qui nous intéresse, puis c'est avec une vieille structure de blog, puis c'est sûr que le lectorat, les gens qui lisent, ils n'arrêtent pas de diminuer parce que tout le monde est rendu soit ses podcasts, Go la Brigade, ou dans vidéos sur TikTok ou YouTube ou peu importe. Là, fait que nous, on est encore avec la vieille façon d'écrire à la main, pas avec l'IA, là, puis juste avoir du fun, tu sais, moi, j'analyse, admettons, des vieilles cartes de hockey, puis là, je remarque qu'il y a quelqu'un qui fait de quoi sa carte qu'on a, tu sais, là, ça fait, c'est drôle, fait que je sais pas, t'as un goaler que c'est sa seule carte, une de ses seules cartes dans la Ligue américaine, puis il se fait hooker pendant que c'est sa photo. Tu sais, il est juste devant son but, rien, l'aréna, les lumières sont fermées, puis il y a carrément un de ses amis joueurs. Ils ont décidé que ça allait être sa photo. Ouais, c'est ça, fait que, tu sais, c'est juste, on fait des billets de n'importe quoi, on a du fun. Fait que c'est ça. Puis on avait essayé de partir un podcast justement il y a une couple d'années, mais c'était tellement de job. Fait qu'on l'a mis de côté, mais c'est le fun de pouvoir participer avec vous à la brigade parce que moi, je vous écoute depuis le début. Je trouve ça fantastique. Juste vous félicite. Parce que j'écoute tout le temps Coming in Hot, tu sais, là, j'aime bien gros. Mais je me dis, ça serait tellement le fun d'avoir de quoi en français, c'est les sénateurs, Colin. C'est pour ça que je lisais Le Droit, puis c'était tout, tu sais, la francophonie qui aime les sénateurs. Ben là, merci, parce que vous avez donné une voix à cette francophonie qui aime les sénateurs. Puis je suis sûr qu'il y en a partout au Canada au complet. En Europe, peu importe, il y a même des franco-américains qui doivent nous écouter, là, fait que... Chaque fois que je regarde les stats, puis des pays... Je suis comme, il y en avait au Brésil, je pense, il y en avait un, j'étais comme, what? Oui, en France, il y en a quelques-uns, un peu partout au Canada, il y en a quelques-uns. Tu sais, on passerait pas, là, mais il y en a, puis au Québec, il y en a de plus en plus, puis plus ils vont nous voir, plus ils vont avoir, au moins ils vont être gênés de s'afficher. Comme je pourrais dire ça de même. Puis on va continuer d'aller en chercher de plus en plus. Puis là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on commence à avoir quand même, une mini-brigade là, officiellement là-bas. Oui, honnêtement. Il va falloir que vous ramassiez à un moment donné. Même mon père est un gros fan là-bas aussi. Fait que JP Fortin, Martin Thomas. Ça serait beau de voir. À chaque fois qu'on parle à du monde. C'est un genre de party de plein de monde de là-bas avec le Champ des sénateurs d'Ottawa qu'on pourrait partager là, sur le site de la brigade. Ça serait je veux regarder les matchs qu'il va y avoir dans le temps des fêtes. Je suis là du 20 au 27. Je me dis, Colin, peut-être que je pourrais envoyer un message. Hey, on va à Cage au Sport. Je sais pas où regarder une game. On va regarder ça. On va checker ça. Check ça, certains. Go, Sens Go, peu importe où est-ce qu'on est. Yes. Good. Hey, merci beaucoup, les boys. Stu, on se dit à la semaine prochaine. Oui. Puis, Gabriel, bonne continuation dans tes. Si tu fais des articles qui parlent des sénateurs, tout ça, envoie-nous-là. Nous, on va le partager. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci, les boys.